le bâton blanc à la main, l'havre-sac sur le dos, j'avais contracté l'engagement tacite d'enrichir ma patrie des connaissances de cette contrée et de donner, je l'espère, à quelques hommes ardents, éprouvés par l'adversité, pressés de sortir du malaise européen, le désir d'aller en Inde. L'Inde est un port que je leur offre après la tempête. Allez, leur dis-je, allez respirer librement sous cet heureux climat. Jamais homme qui a vécu dans l'Inde ne passe plusieurs années en France sans le regretter. Depuis que l'Inde est connue des Européens, elle n'a cessé d'exciter leur insatiable cupidité. Vainqueurs et vaincus tour à tour, ils n'ont cherché qu'à s'y nuire mutuellement. Chaque nation a voulu se fixer d'une manière exclusive sur les bords du Gange. Chandernagor est de tous les comptoirs celui qui peut fournir le plus des marchandises à la compagnie. Quelque quantité que l'on en puisse demander, le Bengale est en état de les fournir. La ville française enfouie sous les cocotiers sur la rive droite de l'Oubli est une sorte de bougival très gai où les Anglais de Calcutta se donnent rendez-vous le dimanche et même pendant la semaine en joyeuse compagnie. Les Anglais viennent ici cacher leurs fautes, me disait en souriant Madame Franz. S'il est de la grandeur d'un État que ces peuples s'appliquent aux exercices militaires pour résister aux entreprises des étrangers, il n'est pas moins de son utilité qu'ils s'adonnent au commerce pour aller chercher dans les contrées les plus éloignées ce qui peut contribuer au bonheur et à l'ornement de leur pays. Pourquoi faudrait-il que les Portugais, les Hollandais, les Anglais, les Danois allassent tous les jours dans les Indes orientales, y possédassent des magasins et des forteresses, et que les Français n'y eussent jamais ni l'un ni l'autre? Il faut donc, en premier lieu, former une compagnie ou société de plusieurs personnes que l'on pourra appeler la Compagnie française pour le commerce des Indes orientales. Vous appelle, écoutez cette trompette. Calmez-vous, et devenez qu'elle est. La campagne vous appelle, écoutez cette trompette. Hâtez-vous. Le roi, en son conseil, a ordonné et ordonne que la dite Compagnie des Indes orientales sera exempte de tout droit d'entrée et de sortie de munitions de guerre, vivres et autres choses nécessaires pour l'armement des vaisseaux qu'elle équipera pour le compte de la dite compagnie. Les Français sont venus à peu près vers 1673. Si vous montez encore, vous trouverez une forme de croissant
de la Lune. Et cette ville est appelée d'après cette courbure, on a donné le nom Chandernagor, la ville de la Lune. Duplex, il avait un jardin et il y avait un château aussi, château de Plaisance. C'est-à-dire qu'il y avait des fêtes. Oui, on faisait des fêtes. Tous les Européens s'est rencontrés là. C'est parce que je pense que c'est là où a eu lieu le premier contact de la culture française ou bien la culture européenne avec la culture bengali ou indienne. Le bâtiment que vous voyez là, c'est là où on avait la compagnie française avait des magasins, les grands dépôts de marchandises, vous savez. Les marchandises montaient par cette et puis vous avez le collège de Chandernagor qui s'appelait auparavant Collège Duplex. Hier, nous avons déjà fait la connaissance de la famille Vincent. Aujourd'hui, nous allons visiter le salon, la salle à manger et la cuisine de M. Vincent. Leçon 17. Ouvrez la page 46. Nous visitons la maison des Vincent. Des Vincent veut dire de la famille Vincent. Au rez-de-chaussée, voilà un mot que nous trouvons maintenant, le mot que nous avons déjà trouvé, rez-de-chaussée. Qu'est-ce que c'est? Rez-de-chaussée. Où se trouve un rez-de-chaussée? Un rez-de-chaussée se trouve au-dessous du premier étage. Au-dessus du premier étage. Au rez-de-chaussée, il y a deux grandes pièces, le salon et la salle à manger. Où mangez-vous? Je mange dans la salle à manger. Vous mangez dans la salle à manger. Bon. Voici le salon avec ses meubles. Voici 15 ans que Kali Korone Kormokar rassemble avec acharnement toutes les miettes d'un passé qui n'intéresse plus grand monde. Oui, quelques vieillards parlent encore français à Chandernagor. Non, il ne reste rien du fort d'Orléans. Mais un boulanger local, impavide, cuit encore son pain à la mode parisienne. Il me raconterait pendant des nuits l'histoire de ce comptoir méconnu qui fut aussi le refuge de tous les révolutionnaires indiens en lutte contre l'occupant britannique. C'est en effet sur les presses de Chandernagor qu'étaient imprimés les tracts des nationalistes appelant à la résistance. Alors c'est ici, dans ce bâtiment, est né Shangoguru Sri Motilal Rai. Le 5 janvier 1883. Et c'est ici était devenu après le centre révolutionnaire. Tous les révolutionnaires de l'Inde, et spécialement Sri Aurobindo. Il était venu ici de Calcutta en 1910 et il a entendu une voix quand il était à Calcutta. Dans cette voix, il y a une indication, il faut qu'il soit à Chandernagor. Et il est resté là 21 jours. Et il a entendu aussi une autre voix céleste en lui disant qu'il faut qu'il entre à Pondichéry. Il a établi un ashram et là, il a voulu avoir une vie spirituelle
Ici, tous les écrivains sont venus, tous les poètes, tous les révolutionnaires. C'est ici, on peut dire, l'indépendance de l'Inde. Moi, je suis venu ici où nous sommes assis. Et il a joué le rouet ici. Ici même, sur cette plateforme. Alors, à gauche, vous voyez une chambre. Là, Tagore est venu. Et il a composé un poème qui est inscrit aussi dans une dalle, là, dans une plaque. Chandernagor a joué un grand rôle parce que Chandernagor était une ville française et les Français donnaient toujours la protection à tous ces révolutionnaires. En 1947, vous n'avez pas opté pour la nationalité française. Votre passeport était bon jusqu'en 1964. Oui, de renouveler. Demandez de renouveler ça. Oui. Tout de suite, vous m'avez moi à renouveler, c'est bien. C'est pas facile. Avec les résultats, qu'est-ce qu'il m'a dit hein? Ma famille aussi que moi. Vous étiez policier français Oui, avant. Oui, avant. Oui, mais il y a un dossier à Calcutta. Condition, je suis bien comme il faut. Mais police, secrétaire commissaire de police, numéro, moi, je dis 458. Chandernagor, fondé en 1673 par les Français, s'était si considérablement agrandi au temps de Dupleix qu'elle tenta les Anglais. En 1757, l'amiral Watson la bombarde et la prend. En 1763, on la rend aux Français après avoir démoli les fortifications. En 1794, Chandernagor est enlevé de nouveau aux Français pour leur être restitué après les traités de 1815. Et depuis lors, on nous y laisse en paix. मान करके नाग देवता को किंतु चलना सबसे बड़ा काम होता है और नाग देवता सब कामना में आप लोग का सफल देगा। सफल कामना आप लोग की इच्छा जो ये आपकी पूरी हो जाएगी और जो काम आप किंतु मन में सोच करके जाएंगे वो कामना आप लोग की किंतु जयकार हो जाएगी तो किंतु आपकी कामना किंतु सफल होगी। J'aurais bien erré des heures et des heures dans ce périmètre d'histoire pétrifiée, démêlant ce petit rassemblement de siècles que depuis belle lurette, nul touriste, nul journaliste, historien ou cinéaste ne va plus jamais parcourir. Qu'irait-on faire à Chandernagor quand tout autour les réfugiés et les cyclones du Bengale sollicitent l'attention? Peu de souvenirs et de traces donc, mais tout de même, Corone Cormocard en chair et en os, bien assez nostalgique pour incarner la France à lui tout seul. Bien loin, à mi-chemin entre Calcutta et Madras, au-delà des marais salants, Bolodjou m'attend. C'est un poète doux et timide qui enseigne le français à Yanaon. Il parle notre langue avec l'accent chantant du Telugu, l'italien de l'Inde, une des 15 langues officielles. Yanaon, c'est le plus isolé des anciens comptoirs, le plus petit aussi. 11 000 habitants, dont quelques familles indiennes qui choisirent de rester françaises quand nous rendîmes les territoires en 1954. Il y a beaucoup de industries also. Il y a une huilerie. Et on va installer une fabriquerie de coco ici pour faire l'huile de coco. Ça développe industriellement maintenant. Vous voyez beaucoup de particularités à Yanaon.
comme les Français ont développé leur culture ici. Ici, on ne voit pas les différents des castes. Mais ce n'est pas contradictoire d'avoir milité pour l'indépendance en 1954, donc contre la présence française, et ensuite d'avoir travaillé comme vous au maintien de la culture française. Nous avons vécu dans la culture française. Le gouvernement français était très satisfaisant. Mais pourtant, les gens éduqués ont voulu, comme l'Inde a obtenu l'indépendance, ils ont voulu aussi avoir l'indépendance. Combien il y a eu de Français au maximum ici? Maximum 2 ou 3 Français vivaient ici. Un administrateur, un juge et un docteur. Comment étaient les Français avec vous? Ils étaient très gentils avec nous. Mais non pas. Ils ont maintenu l'égalité entre les fonctionnaires. À quoi ça sert aux enfants d'apprendre le français? C'est une langue internationale. Chaque langue a sa valeur. Apprendre le français, ce n'est pas travailler contre l'Inde. C'est apprendre une autre langue, apprendre une autre culture. C'est profitable aux élèves d'apprendre le français. Maintenant, il y a la coopération franco-indienne. Il y a des entreprises. On commence des entreprises. Dans les compagnies, il faut travailler ces étudiants-là. Quel est votre plus grand désir actuellement? C'est voir la France une fois. À moi seul, j'ai l'impression de créer un événement si considérable qu'il agite la ville d'empressement respectueux, de sollicitude et de stupéfaction. Avant de prendre congé, mon hôte a tenu à m'offrir l'apéritif. Il a levé son verre et a crié « Vive la France !» repris en chœur par toute la famille. Malgré moi, j'avais les larmes aux yeux et j'ai crié « Vive la France !» Que pouvais-je faire d'autre? Yanaon, petite possession enclavée dans le territoire anglais, était, ainsi que je l'ai dit, le centre du commerce des Français sur la côte de l'Inde. C'était le dernier débris de la puissance du marquis de Bussy. Cet illustre aventurier en fit hommage à la France. Ce pays subit le sort des autres établissements français et passa sous la puissance anglaise. Yanaon et son territoire, situé sur les confins de l'extrémité méridionale de ces provinces, fut tout ce que la France put sauver à la paix.
Lorsque les Européens demandèrent des établissements aux Indiens, la fuite de la tyrannie et l'appât du gain portaient le peuple à désirer des étrangers sur ses côtes. Les princes comptaient s'en faire un rempart contre leurs voisins et augmenter leurs trésors par un nouveau commerce. Les Français s'établirent à Mahé sur la côte Malabar en 1722. Cet établissement méritait l'attention de la compagnie tant à cause de son commerce d'épices pour l'Inde et pour l'Europe, de perles que fournit la côte, de pierres précieuses que l'on trouve dans les terres, d'ailes de requin que l'on porte à la Chine, qu'à cause de son emplacement qui était susceptible d'embellissement et de fortification. Mahé est enfoui sous les arbres. Les maisons ont un toit de feuilles sèches et sont éparpillées dans des jardins. Les huttes de terre peintes de blanc ou de bleu, autour desquelles s'inclinent les grandes palmes, m'ont suggéré à nouveau cette impression de paradis terrestre que j'avais éprouvée dans les bois de Ceylan. Entre Calcutta et Chandernagore, les conducteurs de camions jettent une pièce de monnaie dans le fleuve en traversant le Gange pour la première fois de la journée. Ici, à Mahé, ils la déposent au pied de la statue de Sainte Thérèse d'Avila en passant devant l'église. Le jour même de mon arrivée avait lieu une manifestation organisée par l'As Club International, le club de l'âne, ainsi baptisé en opposition au Lions Club, jugé trop sélectif et trop bourgeois. Les fondateurs du club de l'âne entendaient ainsi réagir contre certains phénomènes qui sont en train d'écraser l'identité de leur culture. Multiplication des débits d'alcool, qui bénéficient à Mahé d'une détaxe importante, illusions dévastatrices produites par le cinéma commercial, ostentation des nouveaux riches qui reviennent fortune faite des pays du Golfe Persique. Vous êtes français, hein? Oui, je sais. Vous avez le passeport français? Passeport français, je suis de nationalité française. Votre père n'était pas français? Mes parents, ils étaient français. Apparemment, quand les Français étaient ici, ils étaient tous français. Vos parents ont travaillé pour les Français? Pour les Français. Et en 1950, j'ai été recruté dans l'armée française, à l'Indochine. Et de là, je suis parti en France et partout. Alors vous êtes rentré à Mahé? Oui, en 72, je suis rentré à Mahé, la retraite. À ce moment-là, vous avez commencé à... le commerce. Le commerce de la pêche. Exportation des crevettes, des sardines, des maquereaux, tout ça. Donc, je travaille le matin au soir. Vous avez plusieurs bateaux? Oui, j'ai 3 bateaux de pêche.
Les bateaux, ils s'en vont au travail vers 4 h du matin, et puis ils rentrent à 5 h de l'après-midi ou 6 h par là. Ils restent toute la journée à la mer. Les bateaux moteurs, hein? Oui. Qui ne pêchent que des crevettes? Des crevettes, oui. Alors, les bateaux à voile, tout ça, ils font la pêche des sardines, des maquereaux, tout ça. Comment ça se passe le soir? Les bateaux reviennent? Les bateaux ils reviennent avec les petits barques, on débarque les crevettes. Et puis de là, nous, on achète des crevettes avec des petits commerçants. Et nous, on les expédie. On exporte d'ici à Cochin. Et de là, ils envoient au Japon, en Amérique, ou en France, en Allemagne, partout. Mes enfants, quand ils auront 18 ans, ils peuvent rentrer en France, faire leur service militaire. Les garçons, les filles, tout ça, ils restent ici. Je préfère l'envoyer en France, puis faire visiter le pays, de devenir un homme, vous savez, un intellectuel, tout ça. Il ne suffit pas de faire la pêche. Moi, je fais ça parce que moi, je n'ai pas d'autre travail. La France n'avait pas fait beaucoup de choses passer ici. Il n'y a pas d'usine, tout ça. La plupart des gens, ils vivent avec la pêche ici. On peut faire beaucoup de choses ici en Mahé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut avoir de l'avenir ici, mais il faut travailler. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut construire des usines, des choses comme ça pour que les gens ils puissent vivre, pour travailler tout ça. Un hôtel? Mais il faut avoir de l'argent. C'est ça. Il faut avoir beaucoup de sous. Il faut que quelques compagnies qui nous aident, bien une banque, quelque chose, qui nous prête de l'argent. On achètera des bateaux, ou bien si on a des sous, on achète des camions, des camionnettes, tout ça, pour gagner la vie. Quoi. Juste avant de partir, je rencontrais celui que tout le monde appelle le libérateur de Mahé. Dans son bureau, encombré de livres, il évoqua les grandes valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité léguées par la France, mais s'indigna de son impérialisme contre lequel il s'était battu. Quand l'Inde acquit son indépendance en 1947, la France lui céda Chandernagore, mais pas ses autres établissements. Il fallut attendre 1954 et la pression constante, mais non violente des nationalistes gandhiens pour qu'un accord intervienne enfin entre Nehru et Mendès France sur la rétrocession des territoires de Mahé, Yanaon, Pondichéry et Karikal. Dans l'état actuel, Karikal est un lieu ouvert qui peut avoir 15 000 habitants. La plupart occupés à fabriquer des mouchoirs communs et des toiles propres à l'usage des naturels du pays. La France peut tirer tous les ans de cette possession 200 balles de toile ou de mouchoirs propres pour l'Europe et beaucoup de riz pour l'approvisionnement de ses autres colonies. Karikal, par sa position, est susceptible de devenir un chef-lieu. Les maisons indiennes y sont plus propres et mieux bâties que dans aucun autre endroit, et la ville est tirée au cordeau. Elle pourrait devenir le grenier de l'Inde. Cet établissement français est le seul qui couvre ses dépenses. congrégation a été appelée en 1834 pour s'occuper des enfants, faire l'école française aux jeunes filles. Le cloître appartenait aux carmélites qui avaient fondé avant notre arrivée. Nous sommes depuis 1834, elles étaient bien avant. Nous avons commencé à Pondichéry puisqu'on a été demandé par le gouvernement français pour le Pondichéry. Oui. Puis on a été à Karikal aussi. Et puis Chandernagore. Nous avons été à Chandernagore, Mahé. Nous avions une maison à Chandernagore, Mahé. Il y a eu
l'indépendance, beaucoup de familles qui étaient françaises sont parties et les autres n'ont pas osé faire l'option, se sont cachés. Et ici à Carical, c'était pareil. Quand moi je suis arrivée en 1976, personne ne parlait français. Ils n'osaient pas se montrer. Ils avaient peur qu'après le gouvernement de l'Inde ne les accueille pas bien, puisqu'il y en avait qui travaillaient dans le gouvernement de l'Inde, qu'on les renvoie. Alors, tout doucement, c'est par les anciens militaires en retraite, c'est pour eux que nous avons rouvert cette école. La plupart de nos enfants sont hindous, mais ils sont tellement religieux qu'on ne les distingue pas. Ils suivent les mouvements, au contraire, ils nous entraîneraient presque nous-mêmes. Ils trouvent qu'il y a un rapprochement de Christ avec leur divinité à eux, et surtout ils ont la Sainte Vierge, Mada. Pour eux, c'est quelque chose. Cette tradition continue? Ah oui, oui. Bon, les traditions, ils les gardent, au contraire, ils les développent. Mais cette tradition de contact avec les hindous, de contact entre les chrétiens et les hindous. Les chrétiens indiens, on les a continuellement. Il y a de nos jeunes cousins indiens, ils respectent. Ils respectent la croyance de chacun. Et ils constatent que vraiment le Christ, c'est quelqu'un. Est-ce que l'Inde vous a aidé dans votre foi? Ah, moi je trouve que oui. Moi j'ai trouvé nos sœurs sont très portées à la prière, à la contemplation. Elles font le travail matériel ordinaire, mais on les sent prises d'une autre façon, regardant la religion sous l'angle de la prière, comme faisait le Seigneur. Là, le silence, la prière silencieuse, ou alors la prière partagée. À 6 heures, alors que le soleil entrait dans le Capricorne, M. Duplex et sa femme, accompagnés de leur suite, ont débarqué à Pondichéry, salués par 21 coups de canon tirés du fort. Escortés de chaque côté par une rangée de soldats, ils marchèrent jusqu'à l'église et assistèrent au service. Ensuite, quittant le fort à 8 heures, ils se rendirent à pied au palais du gouverneur. Ainsi, un jour favorable et en grande pompe, accompagné des musiciens et des danseurs, Duplex prit en charge les rênes du gouvernement. Monsieur, montez, montez, montez. Oh, montez, monsieur. Parlez français, hein? Oui, monsieur. Comment vous appelez-vous? Antoine Samuel. Antoine Samuel. Comment vous avez appris le français? Ah, ça va, le travail de barbecue et le cuisinier, c'est la boy, c'est tout le travail. Oui, oui, monsieur, c'est beaucoup. Vous connaissez la France? Non, monsieur. Achetée en 1672 au Raja de Bijapur, cette concession s'augmenta de la ville que créa 2 ans plus tard François Martin, d'où son nom Puducherry, le nouveau village. Pris par les Hollandais en 1693, ce territoire fut rendu en 1697. Il fut assiégé en 1748 par l'anglais Boscawen, que repoussa l'énergie de Duplex. Repris en 1760, restitué en 1763, les Anglais s'en emparèrent de nouveau en 1778 et le rendirent en 1783. En 1793, ils le reprenaient.
Le traité d'Amiens l'attribuait aux Français en 1802, mais l'année suivante, l'Angleterre l'occupait une dernière fois. Enfin, depuis 1817, il semble que Pondichéry nous est définitivement acquis. C'est simplement un souvenir qui nous est laissé, une satisfaction morale toute platonique, un hommage accordé aux efforts héroïques de la France du passé dans ces contrées lointaines. Rue d'Orléans, rue Royale, rue de Bussy, ces noms, le grand silence des chaussées désertes, tout cela fait songer bien vite à quelques petites sous-préfectures de France, à l'air vieillot, qui n'auraient point changé depuis 2 ou 3 siècles. Merci, monsieur. Pondichéry, le 8 janvier 1785. Monseigneur, j'ai l'honneur de vous informer que monsieur le marquis de Bussy est mort subitement hier à 10 heures du soir. L'Institut d'Indologie il a été créé au nom de la rétrocession des comptoirs français à l'Inde, et alors il s'agissait de créer, selon la formule de Nehru, une porte ouverte de la culture française sur l'Inde et réciproquement. L'idée, c'était de mettre en contact des savants traditionnels, dont M. Batt, qui est ici, a été un des premiers, et des chercheurs français. Et alors, 2 directions. D'une part, les recherches indologiques classiques, disons, recherches sur le sanskrit, sur les Tamouls, et d'autre part, des recherches... on ne parlait pas d'écologie à l'époque, mais enfin, ça en était déjà. La carte du tapis végétal branchée sur un programme qui était à l'époque de l'Université de Toulouse. Au 18e, on a déjà des gens qui prennent des notes, disons, sur l'indianisme. Au 19e, ça se développe considérablement. Mais finalement, là-dedans, il y a eu peu de séjours longs en Inde. C'était surtout la grande idée, c'était d'amener finalement les gens au contact de l'Inde et qu'ils aient une connaissance de l'Inde autre que l'ivresse. Et donc, il y a d'abord une communauté, disons, il s'établit une sorte d'amitié et de communauté qui facilite considérablement la recherche. Ensuite, l'autre idée, c'est quand même de combiner, si vous voulez, 2 modes de travail différents. Disons, le mode occidental, qui est un mode de philologie classique d'une part, et d'autre part, le mode indien, qui est un mode répétitif, fondé sur la mémoire, et justement, mais d'arriver à ce que chacun utilise les méthodes de l'autre. This is Sitala, what we call Sitala leaves. In French, it's called latanier. Yeah. And this is palm leaf. Palm leaf, there are 2 different kinds. One is Shitala, one is palm leaf. When it is broad, it is Shitala. So we try to collect it. And also this is, they cannot protect it. The difficulty of protection is there. This will not stand as it is because insects, etc. are destroying it. So when we bring it here, we have a special method of protection. Gracias.
Ananda Rangapillai, de son vivant courtier de la Compagnie française des Indes, compte parmi les personnages les plus considérables dans le drame court et brillant de notre domination précaire en Inde. La vie d'Ananda est remplie de l'éphémère suprématie des Français dans l'Inde, suprématie que des rêveurs prétendent y rétablir sans la force, comme si la conquête par les armes n'était pas la fin nécessaire de toute entreprise coloniale. Duplex au XVIIIe siècle, Aurobindo au XXe, le Nabab et la Sète. L'ashram, c'est peut-être encore un symbole entre l'Inde et la culture occidentale, le fruit de la rencontre en 1914 entre Sri Aurobindo et une jeune Française, Mira Richard, qu'on appelait ici la mère. La vie de l'ashram et de son prolongement cosmopolite Auroville, à côté des fastes du passé des vieilles demeures. Dans les rues de Pondichéry, du moins dans les quartiers qui furent créés par les Français, je me croyais d'abord au Mexique. Comme là-bas, les maisons blanches sont basses, carrées. Leur toit en terrasse est bordé de balustrades de style espagnol. Et souvent, les fenêtres sont défendues par des barreaux de fer bombés. Le succès, comme des rayons pâles qui annoncent l'orage, a frappé tour à tour les Portugais, les Hollandais, les Français, les Anglais, qui croient avoir fixé la fortune. L'exemple des anciennes nations commerçantes, principalement les Carthaginois, dont les comptoirs bordaient la Méditerranée, celui des Génois, des Pisans, des Vénitiens, était pourtant bien propre à rappeler ces vérités de faits gravées dans l'histoire de tous les temps, à savoir que le commerce seul n'a jamais fait une puissance durable,
que la force à un très grand éloignement cède à la fin à une simple résistance qui, dans les commencements, allait dehors de la soumission. Qu'on ne peut compter sur les conventions qu'autant que les deux parties y trouvent leur avantage. Que tout seul finit par se délivrer des êtres, quels qu'ils soient, qu'il n'a pu naturaliser. Il y a combien de gens qui parlent français dans le Chili? Il y a 25 000 Français, normalement, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui parlent correctement français. Parce que la plupart des gens, bon, ont la nationalité française, mais ils vivent à la façon indienne. Donc il y a une faible minorité, de Français, disons. C'est pas pour cette minorité que le gouvernement français va essayer de faire quelque chose. Il ne suffit pas de distribuer de l'argent comme il en fait maintenant. Pour connaître un pays, il faudrait que, je sais pas moi, des groupes qui viennent visiter, connaître les gens, habiter avec les gens dans leur milieu, connaître leurs coutumes, et pas seulement étudier ces coutumes, les écrire sur un livre et les publier. Moi, il y a une chose que je vois, par exemple, il y a des gens qui, au sein des mariages à Pondichéry par exemple, il y a des mariages qui se font simplement pour acquérir la nationalité française. Mes parents, ils ont été assez pauvres avant, ils ont voulu du travail, ils ont été en France, ils sont venus. Mais maintenant, ils vivent à la façon indienne. Tous mes grands-parents, tout ça, ils sont aussi hindous, et moi aussi, je suis assez hindoue. Donc, j'ai plutôt leur mentalité. Ça, je préfère vivre comme eux. Il y a beaucoup de gens qui imitent les Français. Là-bas aussi, je ne serai pas comme une Française. Et comme ici, j'ai l'avantage d'être comme une Indienne, je préfère rester ici. Moi, je suis d'accord avec elle. Je trouve que la France, les rapports sont pas faciles avec les gens. Qu'est-ce que vous pensez un peu de l'ashram de Robindo? Bien organisé. Toi? Non, je trouve que ça prend de plus en plus d'ampleur à Pondichéry. Il devrait y avoir quelque part sur la terre un lieu dont aucune nation n'aurait le droit de dire « il est à moi ». Un lieu de paix, de concorde, d'harmonie. Auroville n'appartient à personne en particulier. Auroville appartient à toute l'humanité dans son ensemble. Auroville sera le lieu de l'éducation perpétuelle, du progrès constant et d'une jeunesse qui ne vieillit point. Auroville veut être le pont entre le passé et l'avenir. Auroville sera le lieu des recherches matérielles et spirituelles pour donner un corps vivant à une unité humaine concrète. Le matrimondir sera l'âme d'Auroville. Le plus tôt l'âme sera là, le mieux ce sera pour tout le monde, et spécialement pour les Aurovilliens.
Un homme ne va jamais plus loin que lorsqu'il ignore où il va.